Et Maria va continuer avec Alexandre Blok. Maria Balasova, une grande personnalité également autour de cette table. Vous la connaissez déjà sous sa sur sa, comment on dit ça, sa veste du peintre russe ethnographe. Elle est également professeure de la littérature russe, de la langue russe. Il y en a beaucoup d'autres. Mais aujourd'hui, il est invité en tant que professeur de littérature russe. Et il va nous parler d'Alexandre Blok. Voilà, Maria. Voilà, donc du coup, je vous remercie beaucoup, en fait, tout le monde qui est d'accord de m'écouter, en fait. Voilà, c'est très, très agréable, en fait, lire, enfin, raconter ce que je sais sur Blok après les petites belles lectures de poèmes qui étaient faites avant moi. Voilà, donc du coup, le sujet, les révolutions, il est très intéressant. Je pense que pour tout le monde qui s'intéresse à l'histoire russe et l'histoire tout court, il y a beaucoup de sujets qui m'inspirent dans ce cadre-là. Voilà, un des sujets, c'est le romantisme révolutionnaire qui était très monté, en fait, très monté à l'époque. Aussi les relations entre les pouvoirs et les poètes. Je pense que tout le monde, enfin, qui connaît tout petit peu, enfin, je pense qu'on a tous beaucoup de choses à raconter sur ce sujet. Peut-être on va avoir encore l'occasion. Et donc moi je choisis Blok parce que pour moi c'est un personnage un peu particulier. Et voilà, j'aimerais bien un peu partager les réflexions, enfin, sur ce sujet. Et aussi, moi aussi j'ai une perception de Blok un peu particulière parce que dans les critiques russes, Blok il est nommé Gamayun. Gamayun, donc du coup c'est, j'ai déjà parlé que dans les folklore russes on a un personnage qui migre un peu, donc c'est un oiseau avec la tête de femme. Blok, c'est un homme, mais il est appelé quand même par ce nom-là, Gamayun, parce que l'oiseau Gamayun, c'est un oiseau prophète en fait. Donc du coup, il est pas si gentil comme les autres oiseaux avec la tête de femme. Donc les prophètes, il ne peut pas être si gentil toujours. Donc il était appelé par ce nom, enfin par les critiques russes. Et donc, Blok, il prédit un peu le tragique destin de la Russie, mais en même temps, il le justifie, en fait. Et donc, c'est un peu, en lisant ce poème, je ne sais pas si peut-être il y a déjà quelqu'un qui a lu ce poème, oui, il y a déjà quelqu'un qui a lu ce poème-là, enfin, peut-être beaucoup de gens qui ont déjà lu ce poème. Et donc, chaque fois, même moi, enfin, parce que j'ai lu à l'époque, en fait, et voilà, et chaque fois quand on regarde ce poème-là, enfin, c'est quelque chose, voilà, quelque chose, même pour moi, il y a quelque chose d'inexplicable, parce que voilà, Blok, il est quand même resté, en fait, il est resté lui-même, en fait. Il ne pouvait pas être ni avec côté révolutionnaire, ni avec côté qui n'était pas révolutionnaire, donc du coup, il était un peu resté par les deux, parce que l'image, il est spécial, en fait, il est original. Mais en même temps, il y a quand même une explication à tout ça. Donc, d'abord, quelques mots au sujet de biographie de Blok. Donc, du coup, Alexandre Blok, c'est un poète symboliste qui appartient à une deuxième vague, en fait, qui était un peu plus idéaliste par rapport à la première vague de symbolisme russe. Et donc, il est né dans les familles universitaires, donc il a eu très très bonne formation, éducation, tout ce qu'il a pu avoir. Enfin, c'est les familles pas avec des moyens, mais pas très très aisées, enfin, donc ça va. Et les familles, il a eu célèbre manoir Shakhmatova, donc du coup qui était détruit par les bolcheviks. Blok, il était amoureux, il épousait enfin la fille de Dmitri Mendeleev, Lyubov Mendeleev, en 1903. Et donc, leur mariage, il est perçu un peu comme les mariages malheureux, mais bon, enfin, en même temps, voilà, ils ont vécu selon les mœurs de l'époque. En fait. Donc, du coup, on ne peut pas dire qu'il était vraiment malheureux. Enfin. Et il est mort en 1921. Et en fait, moi, j'ai lu aussi différentes interprétations au sujet de sa mort. En fait, bon, moi, je choisis qu'il meurt du faim, en fait.
peut-être quelqu'un qui peut rentrer en polémique à ce sujet-là. Enfin, je ne suis pas le spécialiste. Enfin. Donc, parce que lui, il ne voulait pas avoir les privilèges. Sa femme, elle cherchait on peut avoir un supplément enfin, pour les familles. Et Bloch, voilà, il ne voulait pas. En fait. Donc, du coup, peut-être il voulait partager le destin de son peuple. En fait, peut-être il avait autre raison. Donc, du coup, il est mort enfin, très jeune, enfin 41 ans. Et donc les poèmes que vous avez, qu'on a écoutés, enfin, donc on n'écoutait que le début et la fin. Donc c'est l'histoire de 12 personnes, c'est le patrouille révolutionnaire qui se promène dans les rues de Saint-Pétersbourg. Et voilà, il se promène, rencontre diverses personnes, donc le prêtre, le poète, le chien, en fait, tout sur les vieilles dames et tout. Il tue une prostituée en passant, enfin. Et voilà, enfin, Bloch, il ne fait pas l'illusion. Donc, du coup, ce sont des bandits, en fait. Ils ont les symboliques de bandits. Voilà, c'est clair. Enfin, on n'a pas absolument d'illusion par rapport à ces personnes. Bloch non plus, enfin. Mais en fait, c'est pour ça l'image de Jésus à la fin. Donc, du coup, à la fin, on voit les éléments de l'ancien monde en fait qui est derrière de ce patrouille et on voit Jésus-Christ devant. Enfin. Et c'est ce poème qui après quand il publié ce poème, il l'a mis à l'écart de ses anciens amis, donc l'intelligence russe qui était pas très, enfin qui était plutôt, qui est pas, à qui le nouveau monde ne pas plaisait du tout enfin. Mais Bloch lui-même, il est même celui, enfin, son manoir familial, il était détruit par les paysans, mais lui-même, il est même celui, en fait, cette destruction. Il donne explication pourquoi. Voilà, il dit que dans son article qu'il écrit à peu près à la même période que le poème, en fait, il écrit l'article qui s'appelle Intelligence et les révolutions, Intelligence et révolution, donc où il justifie parfaitement. Donc du coup, il décrit, il fait la liste, pourquoi ça se passe comme ça, mais il fait le rapport entre révolution et la musique, en fait. Donc, nous, on a vécu déjà un peu, voilà, 20e siècle, enfin 21e siècle, enfin, donc du coup, révolution, musique, en fait, un peu. Je ne sais pas si pour nous c'est la même perception de révolution. Mais pour le Bloch, en fait, c'était tout à fait logique pour ses camarades au début aussi, parce que surtout si on se rappelle les très fortes influences de Nietzsche en fait sur la littérature russe, et donc du coup si on se rappelle l'œuvre en fait, la naissance de tragédie de l'esprit de musique, enfin, si je ne me trompe pas, en fait, ça s'appelle comme ça en français. Donc du coup en fait où il y a espèces de équilibre en fait entre l'art constructif en fait, donc qui vient de côté d'Apollon, et art comme la musique qui est beaucoup moins harmonieux, qui vient du côté de Dionys en fait. Donc du coup, et cette idée donc du coup des éléments du monde de Dionys en fait au début du XXe siècle était très forte. Et c'est pour ça, en fait, dans son article, il dit écoutez les musiques de la Révolution. Donc, du coup, pour lui, enfin, il inclut en fait ce côté Dionysos, Dionysos, pardon, enfin, dans la Révolution. Et voilà, les masses populaires pour lui, c'est la tempête qui détruit tout le monde sur le chemin. Et donc du coup, il les justifie parce que cette tempête, c'est la masse populaire qui détruit l'ancien monde, en fait, mais sans cette destruction, le nouveau monde, la construction de nouveau monde est carrément impossible. Donc du coup, il faut passer par cette apocalypse, en fait, pour renaître dans le nouveau monde. Et voilà, pour avoir une nouvelle histoire. Voilà, donc du coup, je vous remercie beaucoup. Enfin, j'espère que ça. Merci.